Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui pour parler études de fonctions, continuité et application du théorème des valeurs intermédiaires ou plutôt théorème de la bijection. Donc là, on est plutôt pour des terminales, spécialité maths ou complémentaires. Mais en fait, hormis le fait de nommer le théorème des valeurs intermédiaires, un élève de première peut complètement venir faire cet exercice. C'est-à-dire qu'il pourra laisser éventuellement la méthode des limites qu'on va aborder ici de côté en vue de la terminale. Ou en fin de première, tu peux clairement t'y coller et regarder comment est-ce qu'on fait ça parce que ça va pas tarder et ça va arriver sur ton année de terminale. Et après, concernant la question où on te demandera de montrer qu'il existe une unique solution, là pareil, tu peux le faire sans nommer le TVI en première et regarder comment est-ce qu'on va faire et comment est-ce que tu vas devoir t'y prendre tout simplement l'année prochaine. Bon, donc là en fait on nous présente une fonction P qui est un polynôme du troisième degré, donc évidemment défini et dérivable sur R, dérivable donc continue. On nous demande de l'étudier, ensuite de montrer que P de x égale à 0 admet une unique solution dans R et d'en déduire le signe de P. Ça c'est très classique, la trame vraiment classique de l'étude de fonctions avec unicité d'une solution dans un intervalle donné, ici pour le coup c'est R, et après déduction du signe. Il se peut par exemple que dans un exercice, ce qui est le cas ici, en fait j'ai extrait une fonction d'un exercice où cette fonction-là n'est rien d'autre qu'on appelle une fonction auxiliaire. C'est-à-dire qu'il existait une autre fonction dans cet exo dans lequel le calcul de dérivée allait mener à P de x et autre chose dans ce calcul. Et donc en fait là l'objet est surtout de venir étudier le signe de P. Donc là dans cette vidéo, on s'en fout de tout ça, focus uniquement sur l'essentiel de la question principale qui va être montrer que P de x égale à 0 admet une unique solution dans R et ensuite on en déduit le signe. Mais voilà, l'objet c'est surtout la partie continuité là-dedans. Donc on ne va pas trop traîner sur étudier P. Pour la partie limite d'ailleurs de P, ce que je peux t'inviter à faire c'est aller voir notre vidéo qui fait un focus sur la factorisation par terme de plus haut degré. Comme ça, tu peux voir comment est-ce qu'on met en place ce genre de limite. Là, je vais aller à l'essentiel. Je vais vraiment regarder le terme dominant. Je ne vais pas m'embêter à factoriser par le terme de plus haut degré. Donc, si ton professeur le fait, va voir cette vidéo et comme ça, au moins, tu es bien propre, bien au clair là-dessus. Si ton prof ensuite accepte de le faire comme je vais le proposer ici, c'est parfait, ça va plus vite et on ne s'embête pas avec la factorisation par terme de plus haut degré. Allez, on commence. Première question. On va faire les limites. Alors, tout d'abord, c'est une fonction qui est définie sur R, donc pas de valeur interdite. Donc la limite va se faire qu'en plus et en moins l'infini. Donc on va mettre limite de P de x lorsque x tend vers plus l'infini. On va dire que c'est la limite de x cube, puisque lorsque x tend vers plus l'infini, x cube, entre guillemets, domine x carré, 3x et 1. Donc, on peut se contenter de faire ça. Si le professeur l'accepte, s'il ne veut pas, tu ne fais pas. Évidemment, plus l'infini. Ensuite, en moins l'infini, limite de P de x lorsque x tend vers moins l'infini. Eh bien, même chose, x cube est dominant. Donc, c'est la limite de x cube lorsque x tend vers moins l'infini, qui fait moins l'infini. Donc, on a fait les limites. Maintenant, on va faire la dérivée. Alors, calculons P'. Alors, P' de x est égal à la dérivée de x cube, 3x carré. La dérivée de x carré, 2x avec un moins 2x. Et la dérivée de 3x plus 1, plus 3. Donc, la dérivée que l'on obtient est un polynôme du second degré. Et donc, si tu es en première, tu as fait ça en début d'année. Si tu es en terminale, ça date de l'an dernier. Pour étudier le signe d'un polynôme du second degré, je te rappelle qu'en fait, il faut déterminer l'existence éventuelle de ses racines. Donc, en fait, calculer le discriminant quand il n'y a pas de racine évidente, comme c'est le cas ici. Donc, en fait, on va devoir calculer ce fameux discriminant. Et au travers du signe de discriminant, on va conclure quant au signe. Donc, on calcule delta, qui est égal à b carré, donc moins 2 au carré, 4, moins 4 AC.
Ce qui nous donne donc 3 fois 4, 12 et 12 fois 3, 36. Donc on a 4 moins 36. Bon, ben, il est clair que le delta est strictement négatif. On a moins 32. Delta est strictement négatif, donc P, ce polynôme, n'admet pas de racine dans R. N'admet pas de racine dans R. Quelle est la conséquence à ça? Eh bien, on sait qu'un polynôme du second degré est tout le temps du signe de A lorsqu'il n'y a pas de racine. Donc la conséquence est que avec A valant 3, le polynôme est donc strictement positif sur R. Quand je parle du polynôme, je parle de la dérivée. On peut le marquer là, d'où avec A égale 3 strictement positif, P' de X strictement positif sur R. Si delta avait été strictement positif, par exemple, eh bien on aurait eu du signe de A à l'extérieur des racines, et là on aurait eu donc un signe un peu plus entre guillemets compliqué à étudier. Là, pas de problème. Donc on vient d'étudier le signe de la dérivée, on va pouvoir finir de répondre à la question 1 en faisant un tableau de variation complet de cette fonction. Donc voilà, l'étude de notre fonction P est celle-ci. Maintenant, on arrive à la question 2. Donc qui est l'objet vraiment principal de cet exercice. Alors, hop. Donc ce que je propose, c'est de venir marquer la rédaction. Comme ça, on l'analyse rapidement et je te montre les points qui doivent absolument figurer dans ce type d'exercice et de questions. Là, dès qu'il y aura marqué « montrer que P de x égale 0 admet une unique solution dans R », il n'y a pas marqué « résoudre », il y a marqué « montrer que ». Donc en fait, là, ce n'est que de la rédaction et c'est le cadre typique de la rédaction du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires ou, si ton professeur l'appelle par son vrai nom, le théorème de la bijection. Donc, je le rédige et on le commente. Donc voilà, je viens de te faire la rédaction de ce fameux corollaire du théorème des valeurs intermédiaires ou théorème de la bijection en y mettant les points importants et après tu adaptes ça à ce que fait ton ou ta professeur à l'école. Hein. Il faudra qu'il y ait sa rédaction. A priori, souvent, ils aiment bien retrouver leur phrase dans tes copies, quoi. Donc en fait, là, le premier point est de venir dire que la fonction P est continue. C'est la clé de voûte de ce chapitre, c'est-à-dire que si la fonction n'est pas continue, elle pourrait très bien passer de moins l'infini en montant, un peu en dessous de 0 et hop, faire un petit bond au-dessus de 0 sans passer par cette valeur. Donc en fait, une fonction qui va passer de valeur négative à valeur positive, si elle est continue, elle va forcément passer par 0. En fait, voilà, ce forcément, on vient le remplacer par tout ça. C'est toute cette trame, notamment cette partie-là. Donc, la fonction est continue car dérivable. Attention, hein, la réciproque est fausse. Si c'est continu, c'est pas dérivable. Par contre, donc si c'est dérivable, c'est continu. Ensuite, on parle des variations. La fonction est strictement croissante, monotone. C'est un peu répétitif, mais on sait que le théorème des valeurs intermédiaires demande à une fonction d'être simplement continue, alors que son corollaire, ou théorème de la bijection, demande à être monotone. Car je rappelle, une fonction qui est monotone sur un intervalle donné est une fonction dite bijective, d'où le nom en fait du théorème. Donc, on cite le domaine des définitions et on donne ce que l'on appelle l'intervalle image. Donc là, il se trouve que le domaine de définition c'est R et que l'intervalle image c'est R. Donc, j'ai fait la distinction entre ce R qui est en haut, qui est quand même un moins l'infini plus l'infini, et ce R qui est en bas, qui est aussi un moins l'infini plus l'infini. Donc, choisis de marquer R pour le domaine de définition et moins l'infini plus l'infini pour le domaine image. Donc, on a une fonction continue, monotone, croissante sur R à valeur dans moins l'infini plus l'infini que l'on a obtenu ici grâce aux limites. On justifie rapidement que, vu qu'on veut résoudre P de x égale 0, et bien que 0 est bien compris entre ces deux valeurs-là, donc 0 appartient bien à moins l'infini plus l'infini, et ensuite on apporte le théorème. Donc d'après le théorème de la bijection, ou corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation P de x égale à 0 admet une unique
solution alpha dans R. Unique par la monotonie. Si elle n'était pas monotone, eh bien il n'y aurait pas l'unicité. Donc, voilà la trame rédactionnelle, entre guillemets, type du théorème de la bijection. Donc, continuité, variation monotonie, domaine image, la valeur appartient, on cite le théorème et on conclut. Voilà la trame qu'il faut avoir et qui démontre l'unicité d'une solution à une équation donnée. Donc, montrer que P de x égale à 0 admet une unique solution dans R. Voilà ce qu'il faut faire. C'est dommage de ne pas prendre les points à ton devoir sur ce genre de questions, puisqu'en fait, tu ne peux pas faire de faute de calcul. C'est juste une trame de rédaction, comme tu pourrais l'avoir dans ton raisonnement par récurrence. Mais là, dans l'hérédité, il y a des choses à faire qui font qu'on peut se tromper. Là, ce n'est pas le cas. Ou également, comme quand tu viens rédiger une loi binomiale, justifier que x suit une loi binomiale, tu ne peux pas trop te tromper a priori. Voilà. Ça, ce sont les thèmes sur lesquels il faut avoir ta trame rédactionnelle bien en tête, qui est celle de ton professeur. Allez, maintenant, on passe à la dernière question. On nous demande d'en déduire le signe de P. Donc ça, c'est une question plutôt facile si tu penses à faire une petite synthèse sur ce que tu viens de faire. Et en fait, là, ce que je te propose de faire, c'est de venir mettre la valeur de alpha dans ton tableau, hop, et de mettre la conséquence, c'est-à-dire qu'on sait que P de alpha vaut 0. En faisant ça, normalement, on arrive bien à voir que cette valeur de alpha, qui est donc entre moins l'infini et plus l'infini, donc un réel, annule le polynôme P. Et on voit bien que de moins l'infini à alpha, la fonction P est négative, et de alpha à plus l'infini, la fonction P est positive. Si on fait ça, on visualise bien le signe. Je vais l'écrire là-haut. On va conclure par un tableau de signes, mais je vais te proposer une petite méthode qui va peut-être te permettre de distinguer sur ta copie auprès de ton professeur. Méthode qui est assez pratique lorsque la fonction est monotone, ce qui est le cas ici. Donc, question 3, on va justifier en fait le signe. Donc, on sait que P de alpha égale 0 et P croissante sur R. Et qui dit croissance, je te rappelle cette bonne propriété de seconde, une fonction croissante conserve l'ordre. Et on va utiliser ça. Donc, si x supérieur ou égal à alpha, c'est équivalent à P de x supérieur ou égal à P de alpha. Avec P de alpha qu'on a rappelé valoir 0, donc on a P de x supérieur ou égal à 0. Et en fait, en écrivant ça, eh bien là, tu viens de dire que si x est plus grand que alpha, P de x est positif. Ce qui permet de justifier ton tableau de signes. Sinon, après, une simple phrase, d'après l'étude de variation effectuée précédemment, on obtient et tu donnes ton tableau. Mais ça, je trouve que c'est quelque chose qui va te permettre de bien justifier ton tableau de signes obtenu. Donc, d'où. Et ensuite, tu donnes le tableau de signes. Hop. Alors, dans ce tableau de signes, pas grand-chose à faire apparaître, si ce n'est que la valeur alpha au milieu et donc positif après, négatif avant. Donc on vient d'étudier le signe de la fonction P selon les valeurs de x grâce à l'étude de fonctions effectuée précédemment. Donc petit bilan rapide. Donc je rappelle qu'on a commencé par citer rapidement la notion de domination de la fonction cube quant aux fonctions x carré et x. Elle est grande devant ces fonctions-là lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Donc là, on ne s'est pas entre guillemets embêté à faire la factorisation par le terme de plus haut degré. Et on a donné directement les limites par domination de x cube sur les puissances inférieures. Puis ensuite, calcul de la dérivée, recherche des racines, étude du signe, puis tableau de variation. Ensuite, on est passé à la partie montrer qu'il existe une unique solution à l'équation P de x égale 0. Rédaction du théorème de la bijection. Cette rédaction donc est bien à rentrer dans sa tête et à pratiquer. On apprend par cœur et on la remet tout le temps dans ce genre de questions. Et pour finir, on en déduit grâce à cette fonction qui est strictement croissante et qui s'annule en alpha, le signe de la fonction P sur R. Voilà.
Donc je peux t'inviter à aller voir d'autres vidéos d'application du théorème des valeurs intermédiaires ou du théorème de la bijection au travers d'études de fonctions exponentielles par exemple. Donc on te met ça en lien ici et en fin de vidéo tu pourras cliquer dessus pour aller t'entraîner et le pratiquer davantage au travers d'études peut-être un petit peu plus complètes. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à me lâcher le petit pouce vers le haut, puis à venir la partager auprès de tes amis, en parler autour de toi, la commenter et à venir nous rejoindre sur la chaîne en activant la petite cloche pour avoir les notifications, puis nous suivre sur internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne journée, je te dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!